On était 7-8 personnes, on travaillait avec un planning qui était assez complet. Quand l'annonce du Covid est tombée, on s'est retrouvé avec un planning qui a fondu. En fait, tous les clients nous ont téléphoné pour reporter leur projet. Et donc on s'est retrouvé avec 2 semaines de travail devant nous, mais 2 semaines c'est rien. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, opérateur 100% dédié aux entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Julien Deuze, fondateur et Managing Director de chez Deuze, l'entreprise du même nom. Bonjour Julien. Bonjour. Donc Interphone, tu connais un peu, oui. Je pense que vous êtes client. Exactement, oui. Vous êtes satisfait? Oui, tout à fait. Tous nos appels entrants passent par Interphone. Top. Pour commencer, une question facile pour se mettre dans l'ambiance. Qui es-tu, Julien? Alors moi, mais je peux peut-être parler de mon frère aussi. Bien sûr, oui. Moi c'est Julien, j'ai un frère jumeau, Maxime. Mm-hmm. Donc ça c'est intéressant, c'est on est frères jumeaux. On a toujours eu des projets ensemble. Et alors notre rêve quand on était petit, c'était de devenir inventeur. Un peu comme les BD Léonard. Et puis ça s'est un peu concrétisé à travers les études où on a fait ingénieur, puis lui a fait HEC. Et puis on a décidé de lancer la société Deuze pour faire du développement sur mesure pour nos clients. Mm-hmm. Et inventer des choses pour eux en vrai. Ok. Et sinon, au niveau plus personnel, qui es-tu Au niveau personnel, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants de 4, un grand garçon et une grande fille de 2. Et alors j'ai la chance d'habiter sur la frontière francophone, Wallonie-Flandre. Et donc j'ai un pied des 2 côtés, ce qui est assez intéressant. Et donc c'est vrai que vous êtes implanté, on va en reparler après, mais au niveau de l'entreprise sur les 2 parties linguistiques du pays. C'est ça, oui. J'aime bien les 2 régions. Oui. Ouais, donc tu es bilingue en fait. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et donc raconte-nous, c'est quoi, s'il y en a une, ta journée type d'entrepreneur? Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée type, pas de semaine type non plus. Mais si je dois faire un parallèle, moi j'aime bien avoir l'un ou l'autre meeting, enfin un meeting par jour avec un client, ça me plaît que ce soit plus un meeting commercial ou un meeting de gestion de projet. Et puis alors, j'aime bien avoir un agenda suffisamment disponible pour que je puisse faire le tour des équipes et demander comment ça va aux équipes, regarder un petit peu là où je peux aider. Mmh. Et donc, tu as brossé un petit peu l'histoire de votre entreprise, mais si tu devais mettre un focus sur les moments vraiment clés de votre aventure à vous 2 entrepreneuriales, quels seraient-ils? Vraiment les moments de bascule? Les moments de bascule, il y en a eu toute une série. Ouais. Ça a commencé très tôt. Je pense que le fait que mes parents nous ont acheté un ordinateur quand on avait 6 ans au lieu d'une Nintendo 64. C'était un peu le choix. On avait demandé à Saint-Nicolas qui nous amène. Est-ce que vous vouliez la Nintendo, mais vous avez eu l'ordinateur? Oui, on hésitait entre les deux. On va dire qu'on était très... pas poussé, mais poussé positivement dans une direction, les ordinateurs. On avait un oncle qui montait ses propres PC, qui était très intéressé. Et je pense que ça a été déjà un des premiers points, c'était d'avoir quelque chose sur lequel on pouvait construire et pas seulement jouer. À partir d'un certain moment, on a décidé, parce qu'on était quand même créatifs, on aimait bien faire nos propres choses, on a décidé de faire des jeux vidéo avec des petites librairies, des outils plus simples et puis de plus en plus compliqués. Et alors le premier vrai pas vers l'entrepreneuriat, c'est quand on était invité un peu par hasard au festival du jeu vidéo pour présenter le jeu qu'on avait fait à ce moment-là. On avait 17 ans. Et alors, on a eu une petite aventure un week-end à Paris, parce qu'il fallait qu'on aille au festival, qu'on reste sur place. C'était assez drôle. Alors, par chance, on avait un oncle qui habitait Paris, qui nous a accueillis pendant les 3 jours. Et puis, on s'est rendu compte, au niveau entrepreneuriat, que si on voulait faire notre propre jeu, on était quoi, en 2007 ? C'était l'ère des grands studios, oui. Qu'il fallait un grand studio en vrai. On ne pouvait pas vraiment. C'était encore un peu avant le mobile, malheureusement. Oui, parce que j'allais dire. On aurait peut-être fait du mobile. Des jeux mobiles en tout cas. On fait du mobile, mais pas encore des jeux.
Enfin, si on a fait un jeu ou deux, mais on n'en a pas beaucoup. Et là, on s'est dit, bon, les studios, c'est pas pour nous. Il faudrait qu'on ait une trop grande équipe. En même temps, on avait 18 ans, on voulait pas non plus complètement arrêter nos études parce qu'on aimait bien la partie technique, on voulait être plus expert en la matière. Et on a commencé nos études d'AG Civil. Et alors, pendant AG Civil, on a découvert un concept qui s'appelle le Webtoon, qui est plus connu maintenant, mais à ce moment-là complètement inconnu. Ce sont des BD coréennes en long format qui sont faits pour lire sur mobile, justement. Et on a exporté les Webtoons aux États-Unis. C'était plutôt un hobby. Enfin, on avait un peu en tête l'entrepreneuriat, c'était un peu le temps des Facebook et tous les grands. Et donc on était fort inspiré par la chose et on a lancé notre plateforme qui a grandi en 2 ans. On a culminé à 100 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est quand même pas mal. Enfin, à l'échelle du monde, pas, mais à l'échelle de la Belgique, c'est beaucoup. Enfin, après, c'était un public international. Et là, on a un entrepreneur américain, Shang Kim, qui avait déjà réussi plusieurs fois et qui avait levé des fonds, qui nous a fait une proposition de rachat et qui nous a racheté l'idée, parce qu'en fait, c'est un entrepreneur d'origine coréenne, sud-coréenne, qui habitait aux États-Unis et qui avait vu le concept des webtoons en Corée et qui voulait absolument exporter ça. Et comme c'est nous qui avions je vais pas dire le monopole parce que c'est encore petit entre guillemets, il a préféré nous racheter plutôt que de commencer à partir de zéro. Et le modèle était déjà rentable ? Alors non, nous on n'avait pas on avait quelques mécanismes pour se financer, mais on n'avait pas encore atteint vraiment le seuil de rentabilité. Enfin si, mais c'était beauf quoi. Oui, ça on vous payait à la limite. Oui, en fait c'est ce qu'on avait mis, je sais pas, nous les économies de nos parents, on avait tout mis dedans et ça avait suffi à faire grandir la solution et puis après on devait trouver un modèle économique, viable qui fonctionnait. Et puis après qui nous a racheté. Lui de son côté a fait grandir la solution, c'est devenu super populaire, il l'a vendu pour beaucoup d'argent. On parle de plus de 500 millions de dollars, mais 8 ans plus tard. Alors, ce qui est rigolo, c'est que celui qui nous a racheté a revendu à 500 millions de dollars. Notre éditeur, avec qui on avait des contrats, a fait sa solution quelques années après la revente en parallèle. Donc, ils étaient 2. Et lui, il est sur la bourse sous le nom Webtoon. Mais c'est valorisé à plusieurs milliards de dollars. Mais bon, après... je veux dire, on a fait que démarrer le truc et ils ont vraiment fait grandir les choses. Et je pense qu'en vrai, en Belgique, on n'aurait pas eu le capital nécessaire pour arriver à cette taille-là. En tout cas, à l'époque. C'est passé par diverses levées de fonds. Alors. Oui, c'est passé par diverses levées de fonds. Et moi, je me souviens, avec mon frère, on avait 100 000 visiteurs uniques. On voulait lever 100 000 euros, c'était compliqué. Quand on voit les levées de fonds qui ont suivi au niveau de... ou même des levées de fonds qui se passent au jour d'aujourd'hui en Belgique, c'est plus du tout la même histoire, ça a fort changé en 15 ans, ce qui est très bien. Et rester partiellement dedans sans vendre une grosse partie mais garder quand même... C'était une proposition de Shang Kim, c'était qu'on garde tous les deux 4%. Quelques millions millions de dollars. Oui, mais il fallait ça aurait été sympa. Oui, ça aurait été sympa. J'ai fait le compte, c'était 16 millions. Mais il fallait qu'on aille aux États-Unis. Ah, oui. Mon frère avait une copine. À ce moment-là, il n'avait pas trop envie. Moi, je voulais terminer mes études parce que j'étais en première master. Et on s'est dit, on ne va pas le faire. De toute façon, je sais pas ce que ça va donner non plus. Oui, à l'époque, si tu avais su. Mais c'est vrai qu'à l'époque... On aurait suivi. Mais à l'époque, on ne le savait pas. On n'a pas de regrets parce qu'on a appris beaucoup de choses. On est toujours en contact avec Shang. Et c'est l'école de la vie, on va dire. Tout à fait. Et puis après, on a terminé nos études en supérieur. Pour moi, AG Civil. Max a fait AG Civil et puis passerelle HEC. Et alors moi, je suis allé travailler 1 an dans une grande entreprise liégeoise en attendant que Maxime termine ses études. Et puis quand il a terminé, on s'est dit en fait ce qu'on veut c'est lancer une entreprise et on a lancé 2 sans vraiment réfléchir à quoi, comment. J'ai juste donné ma démission et en juillet et en août on commençait tous les 2 la nouvelle activité. Mais vous saviez ce que vous allez faire quand même?
C'était flou. Ah oui, on oui. avait une idée. On avait une idée. L'idée, c'était l'entrepreneuriat, c'était dans le digital. Ce qui nous avait le plus plu, d'une certaine façon, dans les précédents projets, c'était la construction technique de la solution, que ce soit pour les jeux vidéo ou que ce soit pour la partie bande dessinée. Et on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire, on veut construire. On s'est dit, est-ce qu'on relance un produit ? En sachant que, on avait eu plus ou moins 2 fois de la chance, enfin, non, pas de la chance, il n'y a pas que ça, mais on sait que les produits, il y a quand même un certain facteur chance, on va dire, ils ne réussissent pas tous, même les grands entrepreneurs. On s'est dit, non, en fait, nous, tout comme on aime bien faire la technique, on va faire des projets pour les autres, en vrai, que ce soit des PME, des startups, des grandes entreprises. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore trop quoi, comment, où. Enfin, on savait ce qu'on savait faire, mais on ne savait pas encore comment le marketer, le vendre et vraiment vers où aller, quoi. Et donc aujourd'hui, concrètement, l'activité de l'entreprise, principalement, c'est de la programmation pour d'autres entreprises alors. Alors, l'activité de l'entreprise, c'est un peu ça. C'est exactement ce qu'on faisait avant. On cherche des solutions pour les challenges de nos clients de manière digitale. Donc, on a plein de clients qui ont des problématiques ou certaines choses qu'ils veulent faire et on trouve des moyens avec le digital d'y arriver. Et alors, ça peut prendre plein de formes différentes et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Ça peut être l'application mobile pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps pour avoir tout ce qui est ticket entrée-sortie. Ça peut être un planning pour les radiologues du CHC Montlégia. Ça peut être donc c'est un type de RP. Ça peut être une plateforme web de réservation pour Paris Leisa, par exemple. Ça peut aller un peu dans... Voilà, la technique est toujours la même, mais les applications sont très différentes. Et c'est ça qui est passionnant. Tu parlais de levée de fonds tout à l'heure. Vous en avez fait au niveau de Deuze ou vous êtes toujours 100% Non, pour le moment, on est toujours 100%. Alors, la bonne chose, c'est qu'on avait déjà fait une vente avant, donc on n'avait pas vraiment besoin de lever de fonds. Et du coup, on a juste commencé nous-mêmes et on s'est financé nous-mêmes à la croissance, en vrai. Tiens, si tu pouvais te donner un conseil à toi-même quand tu avais 18 ans, mis à part le fait de rester dans le capital de Shanky, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un bon conseil. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Je pense que mais c'était déjà le cas, mais que je me conseillerais de continuer à pas trop me poser de questions, certainement au début, et que le tout s'éclaircirait en chemin, et donc de continuer juste à suivre notre voie, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait dans lequel on est bon. À 18 ans, vous aviez déjà commencé, vous étiez déjà dans le jeu vidéo. C'est ça. Mais alors, on ne savait pas, on sait de la technique, mais après, jeux vidéo, plateforme de webtoon, puis c'est un peu comme la fameuse quote de Steve Jobs, Connecting the Dots. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte, on fait des choses, on aime bien faire ce qu'on fait, et puis c'est seulement après coup qu'on se dit, ah oui, ça avait un sens, en fait, j'ai construit tout, tout s'est construit ensemble pour amener vers quelque chose. Oui, tout à fait. Et peut-être, j'espère que ça va continuer comme ça, on verra. On vous le souhaite, en tout cas. Donc, c'était quoi les réactions de vos proches lorsque vous avez décidé de prendre la voie de l'entrepreneuriat? Est-ce que déjà vous avez une famille plutôt d'entrepreneurs ou pas du tout? Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, on a une famille plutôt d'entrepreneurs, oui. Même, je dirais presque exclusivement. Je pense qu'on n'a qu'un oncle qui n'est pas entrepreneur et il a très bien évolué au niveau du management, comme ça. La voie de l'entrepreneuriat est une voie pas facile. Il y a des challenges et c'est comme ça. On avait le soutien, mais d'une certaine façon aussi, les gars, c'est quand même pas facile. Oui. On a quand même eu du soutien, alors pas de tout le monde, mais quand même de beaucoup de monde. Et ça crée une pression, justement, d'avoir... une famille d'entrepreneurs, non, pas est-ce qu'il y a plus d'attentes? Pas du tout. Peut-être papa aurait voulu qu'on reprenne sa société. Toujours, je pense, n'est pas conventionné. Maintenant, non, pas plus que ça. Justement, ils sont réalistes dans les attentes et on n'a pas, dans la famille en tout cas, mis le métier d'entrepreneur sur un piédestal. On sait très bien les avantages mais aussi les inconvénients. Tiens, le nom, comment est-ce qu'on en arrive à appeler la société de son propre nom? C'est par facilité ou il y a une stratégie derrière?
C'est assez rigolo. Non, il y a sans doute un peu d'historique. Je veux dire, notre studio de jeux vidéo, c'était Deus Games, Deus sans E. Oui. Après, notre site de bande dessinée, c'est Webtoon Live, donc rien à voir. Et on a Webtoon, qui vient des Webtoons. On n'est pas très original au niveau des noms. Je pense qu'à la base, on s'est dit qu'on allait s'appeler Char Paret. Ça faisait une référence au côté data qu'on faisait plus à nos débuts. Personne ne savait prononcer le nom de la société. On ne savait pas toujours nos mails parce qu'ils étaient mal épelés ou mal écrits. Oui, et à un moment, on s'est dit, on ne va pas faire dans l'originalité. C'est pas notre poids fort. Ouais. En tout cas, au niveau des noms, on va juste prendre notre nom de famille et c'est très bien comme ça. Ouais. Et puis, il y a le côté, justement, vous êtes deux frères, donc aussi, ça, vous avez le même nom, donc il y a une symbolique aussi, peut-être. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un grand mythe sur l'entrepreneuriat que tu aimerais déconstruire une bonne fois pour toutes ? Notamment, il faut travailler beaucoup pour réussir, ou quelque chose qu'on voit régulièrement passer sur les réseaux et que tu te dis là, je suis pas d'accord. Un grand mythe, je ne sais pas. Alors, c'est sûr qu'il faut travailler beaucoup. Je dirais plutôt qu'il faut faire beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas s'il faut nécessairement travailler beaucoup. Il faut bien qu'on travaille quand même beaucoup. Mais il faut faire beaucoup de sacrifices. Ça, c'est sûr, d'un point de vue professionnel et personnel. Et faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Alors, il y a plein de côtés super chouettes qui donnent beaucoup d'énergie, mais quand on est entrepreneur, c'est une aventure. Donc, il y a des hauts et il y a des bas, et ça, c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... Je pense qu'on en parle souvent, depuis 10 ans certainement. Avant, c'était peut-être moins vrai. J'aime bien un code de Elon Musk, même s'il est plus très populaire pour le moment. Ça date déjà un peu. Et je pense que c'est plutôt vrai, pas pour de l'entrepreneuriat comme nous, mais plutôt pour des produits, des choses vraiment, vraiment à risque où on a très, très peu de probabilité de s'en sortir. Mais il dit l'entrepreneuriat, c'est eating glass and looking into the abyss. Donc c'est manger du verre et regarder dans un fond sans fin. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et en se disant est-ce que ça va vraiment avoir les résultats escomptés. Ça c'est vrai je pense vraiment parce qu'on travaille avec... ou en tout cas on rentre beaucoup en contact avec des startups et des scale-up qui ont des produits. Je pense que dans le cas des produits c'est clairement vrai. Parce que c'est pas une question de travailler dur, pas que. Il y a aussi une partie, il y a une partie travail dur, une partie équipe, une partie chance. Et donc chez eux c'est particulièrement vrai. Dans les entreprises plus classiques, ça reste quand même vrai. Parfois on a peut-être le cliché que ah oui ils ont une belle voiture ou je sais pas, mais il y a pas que, il y a pas que ça. Justement par rapport à ça, est-ce que tu as vu une évolution du regard pas de tes proches du coup, mais plutôt de ton entourage plus éloigné par rapport à ça? La jalousie ou Non, la jalousie pas, parce que les proches savent ce que... Moi je disais même un peu plus loin je sais pas, tes voisins, dans ton entourage. Non, ça pas. Tu n'as pas vu pas vraiment. Non, ça vraiment pas. Les proches, de toute façon, ils savent ce qu'on fait pour... Oui. Pour y arriver, voilà. Ouais, notre focus, c'est de porter l'équipe avec nous. L'équipe est au courant. Je pense qu'ils s'en rendent bien compte. Et donc non, ça, je pense pas. Ouais. Peut-être des gens tout à fait inconnus, mais ils ne vont pas me le faire. Donc tu l'as cité, évidemment sans faire de politique puisque c'est pas le but du podcast, mais tu parlais de devenir inventeur, votre rêve de devenir inventeur, entrepreneur. Elon Musk devait quand même être un modèle pour vous. Je sais pas. Alors au niveau des réalisations très certainement, au niveau de sa personnalité, que ce soit maintenant ou il y a 10 ans, non. Oui. Je disais hormis politique, oui. Je parle vraiment l'entrepreneur. Alors ce qu'il a fait, il a fait des grandes choses, ça c'est sûr, on peut pas lui retirer ça. C'est très impressionnant. Alors je pense que on a été en contact avec la Silicon Valley, ça c'est vraiment les tout grands, et on était plus en contact, on a appris à connaître, et pas toujours personnellement, mais des entrepreneurs un peu moins connus, mais qui sont quand même très connus, et qui ont été très inspirants. Andrew Chen par exemple, qu'on ne connaît pas personnellement, mais on suit son blog depuis toujours, qui a fait des très grandes choses, et alors... et qui nous a d'une certaine manière, à travers son blog, beaucoup appris. Ouais. Donc oui, il y en a quelques-uns comme ça qui sont... je dirais Peter Thiel aussi, qui a des très bons trucs, mais pareil au niveau moral. Mais depuis toujours, jusque maintenant, il y a 10 ans, c'était déjà vrai. Peut-être un peu moins prononcé, mais... Oui, tout à fait. Chacun son opinion par rapport à ça. Exactement. Donc, on est européen, on ne peut pas se changer. Donc au niveau... on apprend de ses erreurs. Donc au niveau du business, est-ce qu'il y a une erreur en particulier qui a été très formatrice
pour toi? Des erreurs, c'est sûr qu'on en a fait beaucoup. Après, formatrice, oui, c'est sûr qu'on en a fait beaucoup. Mais moi, je dirais, on a beaucoup appris, probablement des erreurs, mais aussi de choix qu'on n'a pas fait consciemment, qui sont un peu tombés par hasard, et on se dit tiens, et ça a donné quelque chose de un peu magique. C'est par exemple dans le cas de Webtoon Live. On avait une équipe qui traduisait les bandes dessinées. Et à un moment, on avait un petit peu du mal à trouver du personnel qualifié, le fameux mouton à 5 pattes qui savait tout faire dans la BD. Donc on avait un peu sadé les métiers. Et on avait le traducteur coréen-anglais. On avait sadé ça. La plupart des coréens anglais, traduction anglais, c'était pas ça. Donc on avait quelqu'un qui revoyait aussi l'orthographe anglais. On avait quelqu'un qui... et puis il y a quelqu'un qui plaçait le texte dans les bulles et les SFX, les effets visuels. Et on avait aussi quelqu'un qui vérifiait la qualité graphique, si c'était bon. Donc ça, c'était 4 personnes qui étaient dans le processus de création. On a commencé par une personne qui faisait tout, puis on a sadé traduction et éditage à la BD, et puis on a encore sadé en 2. C'est des choses qu'on a fait parce qu'on avait du mal à trouver quelqu'un qui savait tout faire. On a très vite remarqué que ça augmentait un tout petit peu le temps d'édition d'une bande dessinée, mais par contre que la qualité augmentait drastiquement. Et ça, c'était super intéressant. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas cloisonné, c'est-à-dire que celui qui faisait la traduction, il y en avait qui savaient bien traduire de coréen à anglais. Ils s'occupaient quand même pas de revoir leur propre anglais, c'était quelqu'un d'autre. Mais ils revoyaient peut-être l'anglais d'un autre. Et en fait, on changeait comme ça. Donc, c'était pas toujours, on n'avait pas cloisonné comme dans une industrie. On va avoir... Ils connaissaient quand même le métier là de l'autre. Mais en fait, le fait de travailler à plusieurs sur un projet a grandement amélioré la qualité générale de nos BD, mais genre à un point pas possible. C'est quelque chose qu'on a fait un peu par hasard. C'est quelque chose qu'on a repris chez Deleuze pour faire nos projets et pour augmenter la qualité. Et c'est un peu une découverte par hasard. On en a une autre qui est pas mal, on a été incubé au Venture Lab. Et en fait, quand on a fait Webtoon Live, en fait, comme on travaillait avec des Américains, on n'avait pas de locaux, on faisait ça chez nos parents. C'était dans la chambre de mon frère on avait son bureau et on travaillait là-bas. Alors la chance, c'est que de quelque part, connecting the dots, quelque part, quand on avait 6 ou 7 ans, on avait demandé on avait plus ou moins demandé à nos parents. On était fans de Tata, d'avoir des grands dessins de Tata dans notre chambre. Donc on a des grandes pâture de Tata sur tous les murs. Nos chambres, c'est ça. Ce qui fait que quand on faisait les calls avec les Américains, quand on les faisait de nos chambres, c'était parfait parce que derrière nous, on avait Tata, quoi. Quand on est passé sur Deleuze, alors on avait travaillé à l'époque quand même avec un designer parce que c'était pas notre point fort, la partie design. Un designer indépendant pour faire le design du site. Alors on l'avait vu chez nos parents, on s'était dit bon, c'est pas professionnel, alors c'est parce qu'on est tout le temps sur Skype avec des Américains, mais on peut pas travailler en Belgique avec des Belges comme ça. Donc quand on a démarré Deleuze, on est allé au Venture Lab pour leur bureau, donc c'est un incubateur à Liège. Oui. Sauf que le Venture Lab, ils nous ont dit non mais les gars, c'est pas juste des bureaux ici, tu dois passer un truc d'entrée, puis après on te met un coach, il te suit, c'est un entrepreneur qui a vendu. On a eu la chance d'avoir Olivier Malu, qui a eu un grand webshop dans la vente de médicaments, et Olivier de Wassège, avant qu'il soit à l'Union Hollandaise des entreprises, chez Act, comme coach. Et en vrai, ça a été une révélation. Parce que les bureaux, c'était bien, mais ce qui nous a le plus apporté sur ce moment-là, c'était les conseils des coachs qui avaient déjà vécu tous les problèmes qu'on s'apprêtait à vivre. Et donc, il y avait déjà toutes les solutions qu'il suffisait qu'on écoute et qu'on suive. Donc ça, vous y alliez un peu par hasard plutôt pour des bureaux. Exactement. Et maintenant, on a un organe d'administration avec quelques entrepreneurs qui savent très bien ce qu'ils font. Et c'est très, très, ça n'a pas de valeur. Et oui, c'est un peu quelque chose qu'on a découvert par hasard. Donc parfois, le hasard fait bien les choses. Oui, donc vous avez un board, mais qui n'est pas partie prenante dans l'entreprise. Non, tout à fait.
Donc, est-ce qu'il y a des décisions difficiles, puisque un autre point important pour l'entrepreneur, c'est le côté prise de décision, des décisions difficiles que tu as dû prendre en tant qu'entrepreneur et qui t'ont appris beaucoup de choses? C'était pas vraiment si difficile. En fait, il y a beaucoup de décisions qu'on prend qui ne sont pas des décisions difficiles, parce que si on ne les prend pas, ça va amener à des situations difficiles. Par exemple, quand on a eu le Covid, donc on était 7-8 personnes, on travaillait avec un planning qui était assez complet. Et quand l'annonce du Covid est tombée, on s'est retrouvé avec un planning qui a fondu. En fait, tous les clients nous ont téléphoné pour reporter leur projet. Et donc, on s'est retrouvé avec 2 semaines de travail devant nous. Mais 2 semaines, c'est rien. On avait des salaires à payer, on avait notre équipe. Et là, on a décidé avec Maxime, à ce moment-là, on faisait encore un petit peu tout, c'est-à-dire que on faisait aussi bien de la vente que de la production tous les deux, on était un peu polyvalents. On a décidé que mon frère s'occuperait que de ce qui est vente et marketing, et moi je m'occuperais que de la production, parce qu'on avait quand même sur ces 2 semaines-là quelques deadlines à tenir qu'il fallait qu'on tienne. Donc au niveau production, c'était un peu le paradoxe. Oui. On avait beaucoup de travail, mais après 2 semaines, on n'avait plus rien du tout. Et ça a été une très bonne chose pour nous d'une certaine façon, parce que c'était une décision, c'est pas une décision difficile, mais on ne l'aurait pas prise, ça aurait mené à une situation difficile. Ça a fait en sorte qu'on pouvait se focaliser chacun mieux sur une partie du business, donc plus concentré. Et un grand entrepreneur m'a dit un jour, écoute Julia, les gens ne savent pas faire 2 choses correctement. Si tu veux vraiment bien savoir faire une chose, il faut faire que ça. Et il avait tout à fait raison. C'était beaucoup plus facile de se focaliser uniquement sur la prod pour moi et mon frère uniquement sur les ventes. Et les résultats ont été très 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 bons. On est sorti du Covid à une 15aine de personnes. Donc ça, c'est... Ouais. Oui, parce qu'à posteriori, la crise sanitaire a été quand même un boost pour les boîtes IT en général. Développement sur mesure, donc notre métier, pas nécessairement. Plutôt intégration d'outils, j'ai besoin de team, j'ai besoin de... Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc oui, on se retrouvait un peu bloqué. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité, vivante ou décédée, pour un dîner d'affaires, qui choisirais-tu? C'est une bonne question, ça. Il y a plein de gens que je... Moi, j'ai parlé d'Andrew Chen, ça me plairait très bien d'avoir une conversation avec lui dans le monde des startups, voir comment booster un produit, et ça serait super intéressant. Quelqu'un que je trouve très intéressant aussi, c'est Bill Gates, parce qu'il est plus modéré par rapport aux autres patrons de la tech, je trouve. Maintenant, il est un peu vieillissant, donc peut-être Bill Gates, il y a 30 ans, ça aurait été intéressant. Plutôt du côté de la tech quand même, alors. Plutôt du côté de la tech, ou alors vraiment dans le passé des entrepreneurs où le travail n'était pas du tout comme maintenant, parce que je trouve ça toujours intéressant d'apprendre d'où on vient en vrai et de qu'est-ce qui a évolué. Enfin, je parlais avec quelqu'un qui a connu encore les lettres, et donc en vrai il n'y avait pas de mail, et c'est quand même passionnant de savoir que le CEO recevait sa secrétaire qui ouvrait toutes les lettres, qui regardait si c'était pour lui, elle les dispatchait dans tout le bureau, parce que c'était comme ça pour tout le bureau. Et puis le matin tu relisais tes lettres. C'est quand même une drôle de manière de travailler, mais enfin c'est fou. Oui, on vient de là, il y a 30 ans, c'est pas non plus il y a longtemps. Tout à fait. Mais comment est-ce que tu fais, ou vous faites, puisque vous êtes deux, pour rester motivé et inspiré pendant les périodes de doute? Alors déjà, on est 2. Ça, tu n'as déjà pas répondu partiellement à la question. On est 2, donc ça c'est bien. Alors les doutes, la bonne nouvelle, c'est que dans la société, pour qu'on ait des doutes au niveau de la vente et de la production en même temps, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors ça n'arrive pas. Donc il y a toujours bien pas de doute. Donc c'est rare. Sinon, non, on en parle, on regarde, etc. Et puis il ne faut pas toujours trop se poser de questions. Sinon, je pense que certainement pour tout ce qui est nouveaux produits, nouveaux services, il faut être conscient que y a une partie qui va réussir, une partie qui va rater, et c'est comme ça. Vous êtes plutôt du genre à y aller et puis voir après comment ça se passe? Ça c'était avant. Maintenant qu'on a 45 salaires à payer, on se pose quand même plus de questions avant. Mais oui, on aime quand même bien avoir certains projets de développement plus risqués, où on sait on met pas la société à risque si on les fait, mais où on sait que on lance une pièce en l'air, on fait le mieux qu'on peut, on verra ce qui va se passer, quoi. Clairement. Justement, on est dans la prise de risque. Donc quel est le plus grand risque que vous ayez pris
au cours de votre parcours? J'allais dire se lancer sans se poser de questions, mais alors à tous les jeunes qui nous écoutent, ça c'est pas vraiment un risque parce qu'en vrai on s'était dit qu'est-ce qu'on va perdre, 1 an de salaire, c'est pas non plus la folie. Peut-être l'investissement de départ, mais c'est pas non plus des sommes folles. Vous étiez encore chez vos parents quand vous avez lancé? On était encore chez mes parents, du coup c'est très facile. moi je trouve que c'est une très bonne... allez, c'est très smart. C'est un bon moment pour le faire. Sur le moment, je préférais pas, j'aurais préféré avoir un appartement et tout, mais en vrai c'est smart parce que t'as pas de contrat, t'as beaucoup de temps. Et le risque reste limité. Le risque est très limité. T'auras toujours à manger. Ouais, c'est ça. Et on parle de 1 an de salaire. C'est ce qu'on s'est dit avec mon frère. On s'est dit, bon, on essaye 1 an. Si en 1 an, ça marche pas, on va travailler. Comme tout bon entrepreneur, les 6 premiers mois, on n'avait pas grand-chose. Donc, on commençait un peu à transpirer, se dire, bon, il faut qu'on se bouge parce que là, ça n'ira pas. Et puis, ça a commencé. On a eu quelques gros contrats qui sont tombés. Sinon, le plus grand risque, on est toujours amené à prendre des risques. Je dirais que oui. Allez, c'est un risque qui a bien tourné. C'est comme donc c'est bien. Et puis on a décidé on a décidé de démarrer à Celt il y a 18 mois. Parce que au niveau de la société, on avait les capacités de le faire. J'aime bien que les choses bougent et enfin Maxime aussi. Et avec l'équipe, tout tournait tellement bien que en tant que manager, j'ai pas beaucoup de travail. Donc on s'est dit on va démarrer à Celt. Vous aviez déjà la Flandre et vous avez créé un bureau ou vous avez attaqué la Flandre avec ce bureau? On a attaqué la Flandre avec ce bureau, okay. Oui, parce que la difficulté en tant que société liégeoise, mais je pense que ça serait pareil si on était une société flamande en s'exportant à Liège, c'est que la frontière, elle est pas très fine sur une carte, mais elle est très 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 grande dans la vérité. Et donc on avait quasi pas de clients néerlandophones, ou pas du tout. En vrai, on avait plus de luxembourgeois ou de français que de néerlandophones. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a la problématique de la langue, dans le sens où nos gestionnaires de projet sont francophones, donc c'était un peu compliqué. Et nous, on était une vingtaine, un peu plus. Moi, je sais parler néerlandais, mon frère aussi. Et on s'était dit, à un moment, on va probablement devenir trop grand que pour pouvoir lancer nous-mêmes la filiale. Donc, on va le faire maintenant, parce que maintenant, j'ai encore la capacité et le temps de le faire. Et donc, on a décidé, il y a 18 mois, de démarrer à Celt, ce qui était un très beau challenge. On a grandi aussi d'une certaine façon avec l'équipe sur Liège parce que le processus commercial s'est bien passé. Du coup, on a dû déménager l'année passée vers de nouveaux bureaux parce que nos bureaux étaient très bien, mais on était vraiment les uns sur les autres. Et on est passé de 25-30 à 45. Et alors, surprise, la structure de 25-30 ne fonctionne pas à 45. Donc, on a dû structurer aussi l'entreprise différemment. C'était 3 gros projets à porter l'année passée. C'était quand même un certain challenge, on va dire ça comme ça. Je suis content d'en parler a posteriori parce que du coup... oui, que non... Ouais, ça s'est bien passé, mais c'était quand même un certain risque à prendre. Mais bon, d'un autre côté, si tu ne prends pas un tout petit peu de risque, tu n'avances pas. Et comme dirait mon papa, si tu n'avances pas, tu recules. Et la Flandre, vous êtes parti de zéro ou vous avez ou c'est un rachat? Non, on est parti de zéro. Là, pour le moment, on n'a pas de stratégie de croissance par acquisition. On fait que de la croissance organique pour prendre un terme digital, mais naturel. Oui. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un business unit manager flamand, Thomas, qui a démarré avec nous. Et alors, on a eu quelques collègues francophones qui ont aussi pas mal aidé. Et petit à petit, on a construit comme ça les choses. Ça prend du temps, par contre. Oui. Un rachat aurait été plus rapide. Oui, clairement. Ouais, ne fût-ce que pour avoir les bonnes personnes et autres. C'est ça. Alors après, nous, on n'a que des profils ingénieurs. On a pour le moment, ingénieur HEC ou master en informatique. Et ça aurait été compliqué, je pense, de trouver une entreprise similaire en Flandre et avec les mêmes valeurs et cultures, parce que c'était très important pour nous. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on achète et on arrivera à les ramener, ou plutôt à tendre vers comment on est, ou est-ce qu'on démarre de zéro? On a pris le parti de démarrer de zéro. Donc on verra ce que... Voilà.
Ça marche comment, le marketing et la communication chez Deuze? C'est ton frère, mais c'est encore lui qui met les mains dans le cambouis ou vous avez délégué tout ça? Alors, on a une équipe de marketing et communication qui est pilotée par mon frère et Florine. Et donc, oui, c'est un travail d'équipe. Trois pour le moment, bientôt 4. Oui, donc 100% internalisé. Alors oui, on travaille aussi avec des sociétés externes, un petit peu pour certaines choses qu'on maîtrise moins. Mais on va dire les 80% du travail sont internalisés, et ça depuis toujours. Quand on était 6, on a fait aussi un choix qui a eu des très bonnes conséquences. Donc on était 5 et la 6e personne, c'est Florine qui fait communication. Florine qui est une de vos employés. Oui, une de nos employés. Et en vrai, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus smart au monde de prendre quelqu'un qui fait communication quasi plat temps quand t'es 5. C'est quand même une belle partie. Oui. Voilà. Mais bon, c'était une très bonne chose pour tout ce qui est communication et marketing. Et le switch vers le néerlandais s'est fait facilement? On n'a personne encore dans l'équipe marketing communication de néerlandophone, on cherche. Donc ce sont des traductions pour l'instant. Pour le moment, on traduit, oui. Après, on a les collègues flamands qui peuvent relire, etc. Mais oui, pour le moment, c'est encore un peu... c'est pas encore la version finale, on va dire. Donc aujourd'hui, on le voit sur les réseaux, on parle beaucoup de mindset. Comment décrirais-tu ton propre état d'esprit entrepreneurial? Mon propre état d'esprit entrepreneurial. Oui, tu te verrais plutôt comment fonceur? Non, moi je suis moins fonceur. Enfin, si, un peu quand même, parce qu'il faut, sinon on n'est pas entrepreneur. Mais non, je suis un peu plus structuré. Mon frère est plus le type fonceur. Et moi je suis un peu plus structuré. C'est ça que, ça correspond bien à qui s'occupe de ce qui est vente et marketing, et moi plus production. Parce que, oui. C'est un peu différent. En vente et marketing, il faut essayer beaucoup de choses, donc ça se met bien. En production, faut faire confiance aux gens avec qui on travaille. Faut que les gens aient confiance qu'on arrivera bien à mener le projet. Donc c'est des profils un peu différents. Mais oui, c'est plutôt mon profil. C'est vrai que l'association est un sujet qui revient aussi très souvent dans l'entrepreneuriat. Comment ça se passe quand c'est avec son frère et de surcroît son frère jumeau? Ça c'est un sujet, on est un peu un cas à part, j'ai l'impression. Alors, ceci dit, mon papa travaille avec son frère, ça se passe bien, ils ont toujours travaillé ensemble. C'est plus facile, je pense. C'est plus facile parce qu'on est quand même fort alignés. Je pense que ça peut parfois aller poser problème d'une certaine façon, parce que du fait qu'on est tellement... On n'est pas pareil du tout au niveau on se ressemble physiquement, au niveau de notre être et comment on n'est pas pareil du tout. Maintenant, on est plutôt complémentaires. Maintenant, on est très, très, très alignés. Ce qui peut avoir des conséquences, je dirais, alors au niveau entrepreneur, certainement. Mais bon, on était chef scout à un moment. À un moment, on était chef à 3. Donc, j'étais chef responsable, ou Maxime, je sais plus. Moi, j'étais chef. Et alors, on avait Aude avec nous. Et c'était super bien, etc. Mais bon, étant donné qu'on est toujours plus ou moins d'accord, la troisième personne, elle a un peu l'impression qu'on l'écoute pas. C'est pas vrai, mais c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Donc il faut qu'on fasse attention avec Maxime que ce soit pas le cas, parce que c'est un super avantage. Ça peut aussi devenir un petit inconvénient. C'est pour ça d'ailleurs l'organe d'administration, et on est 5 pour essayer d'amener un peu la balance. Oui, parce qu'on s'est dit s'il y a une personne, ça va être pareil. De toute façon, nous on sera toujours plus ou moins d'accord. Ça arrive qu'on soit pas d'accord, c'est pas ça, mais pas longtemps. Et dans les réunions de famille, justement, vous arrivez à parfois ne pas parler de boulot? On essaye, oui, on essaye. Après, c'est parfois compliqué, surtout que c'est maman qui s'occupe de la partie compta administrative. Elle faisait ça pour mon papa et elle le fait pour nous aussi. Du coup, c'est un peu plus compliqué, mais oui, on essaye de pas parler travail, c'est mieux. Et donc, tu arrives quand même à garder un équilibre vie privée, vie professionnelle? Ça oui, ça c'est pas un problème. Ça a été moins vrai au départ, bien qu'équilibre il y avait, mais maintenant c'est on travaille toujours beaucoup, c'est pas ça. Mais par exemple le week-end je ne travaille quasi jamais. C'est plutôt le travail c'est la semaine, et le week-end on essaie de pas travailler. L'arrivée de tes enfants a été un
Un moment charnière ou... Non, c'était déjà avant. Je voyais bien que c'était plutôt une bonne chose pour se protéger du stress, justement, de l'entrepreneuriat, de parfois un peu déconnecter, de penser à autre chose et de se relancer après les batteries rechargées dans le projet. Et surtout, la première année, je pense qu'on a... Donc, j'avais dit, pendant 6 mois, on n'a rien vendu, plus ou moins. On a fait 3 000 € de chiffre d'affaires, en gros, rien. Ou 5 000, je sais plus, mais c'est pas grand chose. L'avantage de la Belgique, c'est que quand on fait 5 000 € de chiffre d'affaires, on n'est pas fort taxé dessus, donc quand même beaucoup de... Et puis après les 6 mois, en fait, on a 3 gros contrats qui sont tombés, et c'était 3 contrats de 200 jours, il fallait plus ou moins les faire dans l'année, et donc dans une année, en fait, on a 200 jours, et donc à 2, on s'est retrouvé avec 600 jours de travail, donc du travail pour 3. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la signature du contrat, enfin, du dernier, on a négocié avec le client pour que ce soit plus 200 jours, mais 150. Donc, on a négocié à la baisse, qui est un petit peu contradictoire. Et alors, cette année-là, comme en fait, on était passé aussi par une période où on n'avait rien pendant 6 mois, on n'a pas osé embaucher parce qu'on s'est dit c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Donc, on a fait toute la charge de travail, moi et Maxime, et on a travaillé le samedi, le dimanche. Et nos métiers, c'est des métiers quand même intellectuels, et on s'est quand même rendu compte à partir de certains moments que tu as quand même un maximum que tu sais produire intellectuellement sur ta semaine. Et si tu fais plus de jours, tu vas juste travailler plus lentement parce que ça va pas. T'es à bout. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose à laquelle on a fait attention pour pas avoir ça. Alors maintenant, notre métier, il est plus allé vers le management, administrateur délégué. Du coup, on a beaucoup plus de tâches moins intellectuelles, comme aujourd'hui par exemple. Et donc, on sait faire plus d'heures que... Oui, ça demande moins de concentration effectivement, votre métier principal. Oui. C'est ça. Selon toi, quelles seront les qualités essentielles d'un entrepreneur pour les années à venir ? Je ne sais pas. Si je dois voir les 4 dernières années, j'ai l'impression qu'on passe plus ou moins d'une crise à l'autre. Donc, je dirais flexible et résilient. Je pense que c'était déjà vrai il y a 15 ans ou 20 ans. C'est important pour un entrepreneur, mais je pense que c'est d'autant plus vrai maintenant. Certainement, avec tout ce qu'on entend dans les médias. On verra ce que ça va donner. Je suis curieux de l'avenir. Qui vivra verra. Qui vivra verra, oui. Tiens, et justement, on va quand même parler un peu de l'IA quand même par rapport à votre métier. Est-ce que ça va révolutionner votre métier ? Ça, c'est dur à dire. Alors, c'est sûr que l'IA, c'est une révolution. Ça, c'est certain. Quel impact ça va avoir sur notre métier ? Ça va avoir un impact très certain. Quel impact ça va avoir ? C'est compliqué. Est-ce qu'il va avoir besoin de moins de personnes comme nous ? Je pense pas, honnêtement. Je pense qu'il y en aura besoin de plus. Mais on ne sait pas à quel point l'IA sera bonne. J'ai comme l'impression qu'il y a deux mouvements qui se dessinent, parce que je pense que l'IA de toute façon va sensiblement s'améliorer par rapport au jour d'aujourd'hui, donc il faut plutôt penser à l'IA demain, demain dans 2-3 ans, qu'est-ce qu'elle va savoir faire. Et je pense qu'il y a 2 grandes familles de produits qui vont émerger, c'est les SaaS, donc les produits tout faits qu'on intègre, comme ChatGPT par exemple. Et puis, une autre, ce sont toutes les librairies qu'on peut intégrer. Par exemple, Facebook a fait Seamless, qui est une IA de traduction de langue, donc ils ont 130 langues qui peuvent traduire quasiment en live. Mais c'est pas un produit. C'est une librairie, un modèle qu'on peut intégrer dans des produits IT. Et ça, c'est du travail pour notre métier. Et donc, qu'est-ce qui va émerger ? Est-ce que c'est le SaaS qu'on va pouvoir, en quelques clics, intégrer dans sa société ? Ou est-ce que ce sont des outils spécialisés qu'on intègre dans les outils de l'entreprise ? Je ne sais pas. J'espère pour notre métier plutôt le second que le premier. Mais là aussi, l'avenir nous le dira. Mais à mon avis, ce sera un mix des deux, parce que c'est un peu comme au jour d'aujourd'hui. Mais nous, on fait du sur-mesure. Il y a des solutions SaaS. Que ce soit pour un ERP, que ce soit pour un logiciel de planning, toutes des choses qu'on fait. Est-ce qu'elles correspondent toujours à la réalité, à ce que nos clients ont besoin ? Non. Alors oui, dans 80% des cas, oui, mais il y a toujours bien des cas où ça ne s'applique pas. Et donc c'est un peu la question de voir combien de pourcents va être alloué à quoi. Est-ce qu'on ne va pas voir qu'il y a un glissement de la production vers l'intégration justement dans vos métiers ?
Franchement, je sais pas. Je sais pas. Pas de boule de cristal. Non, j'ai pas de boule de cristal. Alors nous, on est quand même rassurés d'une certaine chose, c'est qu'on a pris le pli de prendre des ingénieurs civils pour tout ce qui est développement informatique. Qui, si jamais on devait à l'avenir ne plus devoir développer, on arrivera à les reconvertir relativement facilement. Justement dans la partie intégration. Je pense qu'il y a un métier aussi derrière. Enfin, Voilà. On voit que nous. On voit le nombre d'intégrateurs qui vivent du système. Voilà. Mais moi, j'espère secrètement que c'est pas ça qui va ressortir, parce que pour faire des trucs vraiment, vraiment bien, il n'y a pas de... En tout cas, au jour d'aujourd'hui et dans les 2 années à venir, il n'y a pas de solution autre que le sur-mesure. Et donc, je suis un peu curieux de voir ce que... on verra. Ouais. Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais nommer un entrepreneur inspirant que tu aimerais voir à ta place dans le siège des entrepreneurs inspirants ? Oui. Alors ça, c'est simple. Alors quand on a fait le Venture Lab au tout début, il y avait un étudiant de médecine qui faisait le Venture Lab. C'était le tout premier. Ça s'appelait pas encore le Venture Lab à ce moment-là. C'était pas vraiment le Venture Lab. Il faisait des macarons et il dormait dans son usine en étudiant pour tout ce qui était médecine. Et je trouvais ça très atypique. Je le connaissais pas à ce moment-là. Mais son parcours est très inspirant. C'est Michael Labro de M&A Macaron. Qui ont quand même fini numéro 1 mondial. Plusieurs fois Trends Gazelle de toutes les catégories, je pense. Manager de l'année, j'imagine, entreprise de l'année, je sais pas. Et en effet, exportateur mondial du macaron. Ce qu'ils ont fait, c'est juste exceptionnel. Enfin, ce qu'il a fait, pardon. Mais ok. Le contact pourrait être pris alors. Et pour terminer, où les auditeurs peuvent suivre ou votre actualité sur une page LinkedIn peut-être Oui, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, sur Facebook, c'est très bien. Sur LinkedIn, c'est même le mieux. Et alors, on a Florine chez nous qui poste avec son équipe régulièrement des updates. Qui fait vivre un peu la page. On essaye de poster sur ce qu'on fait, mais aussi sur ce qu'on est en tant qu'équipe, parce que c'est important pour un peu que les gens apprennent à nous connaître. Bien, un grand merci Julien pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À bientôt. Merci Julien. Merci à vous.